Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Petite ambiance de Florence. Mais elles sont parfaites, ces petites cloches florentines. Et elles tombent à pic puisque je voulais qu'on discute un petit peu de l'annonce de la sélection cannoise. Il y a une semaine, Thierry Frémaux a fait sa conférence de presse annuelle là pour présenter les films qui allaient être en compétition. Et bon, comme toujours, on a un temps de réaction par rapport à l'actualité qui est extrêmement incroyable. Mais je voulais quand même savoir si cette 79e édition du Festival de Cannes avait suscité un petit peu un intérêt pour toi. Est-ce qu'il y a des films qui t'intéressent dans cette sélection cannoise ou est-ce que tu t'en tapes complet? Voilà, je voulais qu'on discute un petit peu de ça. Moi, pour le coup, je t'avoue qu'il y a quelques annonces qui m'ont un petit peu excité. Bon, déjà, commencer par la sélection officielle et puis le film d'ouverture. Donc, La Vénus électrique qui est annoncé de Pierre Salvadori. Pierre Salvadori qui est toujours très sympathique. Hein. C'est un cinéma que je connais pas beaucoup. Mais de la comédie un petit peu burlesque comme ça. Moi, j'avais beaucoup aimé En Liberté avec Pio Marmaille et puis Adèle Haenel. Et aussi La Petite Bande, je sais pas si t'avais vu un film avec une petite bande d'ados là qui vont se rebeller, se révolter contre un projet industriel qui menace de polluer en fait une rivière sur fond de discours un petit peu écolo comme ça et de désobéissance civile. Il y avait quelque chose d'assez mignon et puis finalement assez fort politiquement derrière toute cette petite histoire un petit peu légère là avec tout un tas de gags et une mise en scène assez réjouissante. Aucune idée de quoi parle La Vénus électrique. Le film a été scénarisé par Robin Campillo et puis Rebecca Zlotowski, donc quand même des gros noms aussi du cinéma français, du cinéma d'auteur français. Donc voilà, écoute, assez curieux de voir ce film là avec en plus on retrouvera au casting Pio Marmaille, Vima Laponce que j'aime beaucoup et puis Anaïs Desmoustiers. Je sais pas, je pense que ça peut annoncer une belle sélection cannoise. Bon, après, je sais pas si on va revenir film par film, on va surtout s'attarder sur ce qui nous intéresse. Mais déjà, je pense qu'il faut mentionner que comme dans chaque festival de Cannes, on retrouve des noms connus du cinéma mondial. Bon, c'est ça Cannes, hein, c'est une grande messe qui célèbre le cinéma mondial. Donc, on retrouve Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Koreeda, qui avait une Palme d'Or en 2018, et puis qu'on retrouve là dans cette sélection officielle. C'est toujours ça, tu vois, entre grands noms et puis parfois des inconnus qu'on va découvrir et qui petit à petit vont à leur tour devenir des habitués. Tu vois, je pense à Arthur Harari qui est aussi dans la sélection, Léa Mizius qu'on retrouve en compétition officielle. Je sais pas si c'est pas sa première compétition officielle. Il me semble qu'elle avait peut-être été déjà à la quinzaine des cinéastes, mais je sais pas si elle a déjà été en compétition officielle. On va retrouver Rodrigo Sorogoyen, l'Espagnol, Jeanne Herry, plein d'autres noms comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y a Lucas Dont aussi qui avait eu la caméra d'or avec Girl. Donc je sais pas, tu vois, pour moi là déjà une compétition officielle que je trouve quand même plutôt assez intéressante, quoi, assez excitante. Bon, il y en a plein d'autres que j'ai pas cités, hein, Laszlo Nemes, Ira Sachs, Christian Mungiu, tout ça pour dire que là dans les grandes lignes, moi je trouve que il y a quelques noms comme ça, il y a quelques annonces qui me hype plutôt pas mal. Que de noms. Écoute, moi, effectivement, il y a pas mal de noms que je connais et pourtant, il n'y a pas forcément beaucoup qui vont me hyper, comme tu dis. Ça va être en priorité Harari, Léa Mizius et un troisième que j'ai oublié déjà parce que j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé et appris par cœur la sélection. Mais quand je regarde, moi, c'est un peu ce qui m'a sauté aux yeux, quoi. Donc c'est Léa Mizius parce que j'avais beaucoup aimé Ava et les 5 diables.
Ava, c'est l'histoire d'une petite fille, une ado qui perd la vue progressivement et qui va vivre du coup une histoire d'amour assez intense le temps d'un été. Les 5 diables, c'était l'histoire d'une petite fille, là une enfant pour le coup, qui avait accès comme ça à une sorte de mémoire transgénérationnelle par les odeurs. Elle était un petit peu sorcière sur les bords. Et donc elle accédait comme ça à ce qu'avait vécu sa mère lorsqu'elle était plus jeune, notamment autour d'un incendie. Et donc c'est une réalisatrice, je sais pas si elle revendiquerait le terme, mais qui peut peut-être être rangée dans une forme de fantastique ou de réalisme magique, qui moi m'intéresse pas mal parce que c'est un univers qui me parle beaucoup. Et puis Arthur Harary, c'était Diamant Noir que j'avais découvert au festival de Beaune, un festival du film policier, quand j'étais chroniqueur du blog du cinéma, que j'avais trouvé vraiment incroyable, avec une photo pellicule digne d'un film des années 70, une intrigue aussi très polar sociale. Et après Arthur Harary, il a fait Onoda, qui était un film un peu ovni sur un soldat japonais qui s'isole en fait sur une île en pensant que la guerre a toujours lieu et qui va comme ça rester pendant des dizaines d'années seul sur cette île à essayer de défendre un bout de terre qui n'a plus de raison d'exister. Oui, moi comme toi, Arthur Harary, c'est une des grandes attentes là de ce festival, et notamment parce que j'avais adoré le cas David Zimmerman. Faut préciser que c'est une adaptation en fait d'une BD qu'il avait déjà lui-même coécrit avec son frère Lucas Harary, qui est un auteur et dessinateur de bande dessinée. Et pour le coup, c'est toi qui m'avais offert cette BD, et je pense que c'est une des œuvres, tout médium confondu, qui m'a le plus marqué là de cette époque. Je crois que c'est sorti fin 2024, début 2025, et ouais, j'en garde un souvenir assez fort. Donc je suis très curieux de voir en fait ce que va donner cette adaptation. Et puis voilà, le troisième, c'est Laszlo Nemes, que t'as cité, où moi j'avais été sur le cul quand j'avais vu Le Fils de Saul à Cannes, la seule fois où j'y suis allé, pareil pour le blog du cinéma, parce que c'était comme ça un des premiers exemples pour moi de réalisation totalement immersive, assez proche du jeu vidéo, avec cette idée de suivre un personnage de dos, non-stop, dans des plans séquences qui s'enchaînent, qui est un peu comme des niveaux, alors des niveaux d'horreur, hein, parce que c'était la Shoah, avec voilà l'idée de mettre aussi en hors-champ, dans le bruit, dans le flou, tout un tas de choses qu'on peut imaginer comme étant les pires choses que l'humanité ait jamais produites. Et ouais, je trouvais que c'était un film vraiment très fort et très surprenant. Et puis j'avais vu avec curiosité son deuxième film, qui je crois s'appelle Sunset, sur un moment de bascule dans un pays de l'Est, sur une révolution qui est en train d'arriver. On suit une bourgeoise qui veut acheter un chapeau au mauvais moment. Et là, pour le coup, j'avais été un petit peu déçu parce que je trouvais que le film patinait, que c'était un dispositif assez similaire de plan séquence, et que c'était un peu du coup une sorte de dispositif qui s'essoufflait. J'aurais préféré qu'il renouvelle son dispositif. Et je crois qu'il y en a sorti un troisième que j'ai pas vu cette année. Je ne peux même pas dire le titre, mais là de voir en compétition officielle, ça me rend curieux. Comme toi, Le Fils de Saul, grosse claque au moment de sa sortie. Surtout, c'est un premier long métrage. Il me semble qu'il avait eu la caméra d'or à l'époque. Après, je me suis un petit peu détourné parce que je trouve que c'est un cinéaste assez austère, avec des gros films un peu à dispositif, un petit peu surplombant, parfois très aride comme ça. T'as parlé de Sunset. J'ai pas vu là son film qui est sorti mais il y a quelques mois, il me semble. Donc je sais pas si je l'attends beaucoup, Laszlo Nemes. Puis après il y a des noms d'artistes que je connais plus ou moins, mais qui franchement me hype pas plus que ça. Bon le plus connu d'entre eux, c'est Pedro Almodovar. Moi j'ai toujours les quelques films de Pedro Almodovar que j'ai vus, j'étais souvent mal à l'aise. Par exemple, je me souviens du film, je crois que c'est Volver, où il y a une femme comme ça dans le coma, et il y a un mec qui vient la voir tous les jours, et je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre comme
comme ambiance, enfin sur la notion de consentement et tout, ça me semblait vraiment chelou. Et il va y avoir évidemment d'autres films. Asghar Farhadi, je sais pas si j'ai vu un film de lui. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'en ai pas forcément vu. Lucas Dont, pareil, j'ai entendu parler, mais j'ai pas vu de film. Hamaguchi, c'est le réal japonais dont tout le monde parle, mais je pense pas avoir vu un seul de ses films. Donc voilà, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de, on va dire, de trous dans la raquette de mon côté. Alors Christian Mungiu, j'avais vu RMN il y a longtemps, j'avais trouvé ça assez fort aussi, mais je sais pas si c'est un film, un cinéaste qui m'intéresse beaucoup. J'avais vu aussi Baccalauréat, je m'étais pas mal ennuyé. Et enfin, Andrei Zvyagintsev, donc un réalisateur russe. Pareil, j'ai vu un ou deux films, je crois de mémoire, Léviathan, qui est donc un film sur une partie de la Russie assez éloignée, avec des conflits locaux, une sorte de tension qui monte. Je trouve c'est un genre de cinéma très âpre et très, on va dire, dépressif, déprimant en tout cas, où il se passe pas grand chose et on nous dit le monde est une saloperie. Regardez comment je filme bien la misère. La misère à tous les sens du terme, pas forcément la misère sociale, parfois c'est aussi la misère spirituelle. Voilà un peu ce que m'évoque cette sélection. Moi j'ai un peu 3 noms qui ressortent et puis le reste, soit ça me dit rien, soit j'en ai un peu rien à foutre. Le russe Zvyagintsev, t'as parlé de Léviathan. Moi, j'avais été beaucoup marqué par Faute d'amour, qui avait été présenté à Cannes en 2017, il me semble, quelque chose comme ça. Je suis assez intrigué par son film, Minotaur. Bon, moi, j'attends pas particulièrement le Zvyagintsev. C'est pas du tout un cinéma qui m'inspire. Mais je voulais juste rajouter que j'avais un peu assisté par hasard à son rapatriement en France, parce qu'en gros, il était assez critique de Poutine et au bout d'un moment, ça s'est vu malgré tout un tas de stratégies pour contourner la censure. Et donc, il a fui en fait la Russie pour venir en France, alors qu'il parle pas un mot de français. Et il s'avère que j'étais en train de faire un diplôme, donc j'étais à la fac. Un peu en reprise d'études à cette époque-là, et j'avais pris une option qui consistait à préparer des questions pour aller interviewer ensuite des réals. Et il y avait donc Zvyagintsev et Léa Mizius qui étaient invités par la fac, et donc on a pu comme ça les rencontrer en petit comité. Et Zvyagintsev, du coup, il essayait de monter son prochain film avec pas mal de difficultés, parce que il parlait pas français, et que même s'il avait le prestige de cette sélection internationale, c'était quand même assez difficile comme ça en France de créer un momentum, on va dire, autour de son prochain projet. Et puis je pense qu'il était aussi un peu épuisé par l'incertitude autour de sa situation politique. Voilà, c'était l'anecdote. Et ça, c'était il y a déjà, je dirais, je pense que c'était en 2022, donc c'était déjà il y a presque 4 ans, voilà. Un des cinéastes que j'attends beaucoup là en compétition officielle, c'est Rodrigo Sorogoyen, l'espagnol, réalisateur de El Reino, et puis Madrid, que j'avais beaucoup aimé, et surtout Asbestas, avec Denis Ménochet et Marina Foïs, qui s'intéressaient comme ça à 2 néo-ruraux fraîchement installés dans le Pays Basque espagnol, il me semble. Et le film s'intéressait aux relations très tendues que le couple va entretenir avec les paysans locaux. Et voilà, pour moi, c'est un metteur en scène que je trouve assez incroyable, qui arrive à mettre en place des ambiances parfois très suffocantes comme ça. Donc ouais, beaucoup d'attentes là sur le Sorogoyen. Un des réalisateurs que je suis extrêmement content de retrouver, c'est le sud-coréen Na Hong-jin, qui avait réalisé la trilogie The Murderer, The Chaser et The Strangers. Je me souviens plus très précisément du plot de The Chaser, mais c'était une course-poursuite complètement folle, totalement de nuit. Voilà, je me souviens d'une ambiance de polar, de thriller qu'on retrouvait également dans The Strangers, mais avec une incursion complètement délirante dans le fantastique. Donc voilà, pour moi, énorme hype sur Hop de Na Hong-jin, qu'on retrouve après 10 ans d'absence, puisque The Strangers était sorti en 2016.
Et côté sélection de la quinzaine, bah écoute, encore pas mal de noms inconnus de mon côté. Je vais juste avoir Alain Cavalier et puis Radou Djoud que je connais de nom. Alain Cavalier, je pense que j'ai vu un film, mais il y a vraiment très très longtemps, et je serais même incapable de dire comment il s'appelle. Je sais que voilà, c'est un cinéaste qui a eu plusieurs périodes, dont notamment une période qui est très intéressante parce que il a un peu investi la caméra DV, la caméra au point quoi. Donc avant l'arrivée de caméras numériques professionnelles, ça a été un des premiers, un des pionniers à dire bah on va pouvoir utiliser quand même ce nouveau format et donc à faire des films de fiction ou des documentaires avec. Au moment où bah, on le regardait plutôt comme un support au mieux amateur, voire comme un support qui menaçait directement le cinéma, un petit peu comme aujourd'hui l'IA finalement. Et puis Radou Djoud, j'en ai entendu parler justement à propos de l'intelligence artificielle, puisqu'il a fait cette année un film autour de la figure de Dracula et sur l'allégorie que bah, l'intelligence artificielle c'était un peu une forme de vampire. Donc apparemment il a utilisé l'intelligence artificielle pour générer des séquences vidéo dans lesquelles il reprend un peu le mythe de Dracula à pas mal de sauces, à pas mal de styles. Ça a l'air d'être une sorte de pastiche, patchwork. J'ai pas vu le film non plus, j'en ai entendu un peu parler, mais voilà, ça a l'air intéressant de voir ce qu'il peut donner pour la suite. Et bah après on peut évoquer rapidement peut-être Le Vertige de Quentin Dupieux, qui est un film entre guillemets d'animation. Puisqu'on a vu des images circuler sur les réseaux qui semblent être une cinématique de PlayStation 1 et donc ça pose aussi question sur qu'est-ce qu'on appelle de l'animation aujourd'hui. Voilà, on va mettre en avant fièrement que c'est fait à la main parce que c'est dans un moteur 3D qui est Blender, alors que justement au moment des premiers CGI, du premier Toy Story, on avait les cinéastes qui criaient au scandale en disant qu'on remplaçait le réel, qu'on n'avait plus voir la différence entre le réel et le synthétique, l'image de synthèse à l'époque, comme on l'appelait. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu surfait comme débat. On se dit que le cinéma d'animation en 3D, c'est un cinéma qui a autant de valeur que le cinéma en prise de vue réelle. Et moi, je trouve que ce film a cette esthétique très marquée, vient un peu rappeler ces débats et rappeler qu'ils ont très mal vieilli. Et donc de la même manière, je me demande comment vieilliront les débats sur l'intelligence artificielle. Est-ce que on se dira dans 20 ans oh là là, c'était bizarre la façon dont on parlait de ces images-là à l'époque, ou est-ce qu'au contraire c'est une rupture majeure et que on vit quelque chose de très grave et qu'il faut le documenter, il faut le raconter. Moi j'en sais rien, mais par contre je peux pas m'empêcher de faire ces deux parallèles entre le cinéma d'Alain Cavalier avec la caméra DV et les premiers films en images de synthèse qui ont fait scandale dans le petit milieu du cinéma à l'époque. C'est marrant parce que dès que j'ai vu le nom de Alain Cavalier dans la sélection de la quinzaine, j'ai directement pensé à toi et parce que réalisateur de documentaires, qui a beaucoup travaillé le médium cinéma comme t'en as bien parlé. Donc ouais, ça m'étonne pas que tu cites son nom et le lien avec Quentin Dupieux, il est bien trouvé puisque dès que l'affiche a été dévoilée, elle a totalement cassé Internet. Quentin Dupieux, c'est vraiment un troll génial. Ça me régale de le voir, de voir qu'il est allé s'amuser comme ça là. Ça m'éclate parce que c'est Quentin Dupieux, c'est vraiment un sale gosse du cinéma français et je suis très intrigué par ce film et il faut aussi noter que Dupieux, il a 2 films qui sont présentés cette année à Cannes puisqu'il sera aussi hors compétition en séance de minuit avec Fulfil. Voilà, Quentin Dupieux qui comme à son habitude a un rythme effréné là, il nous fait 2 films à Cannes. Et puisqu'on est sur les séances de minuit aussi, à noter la présence de Bertrand Mandico. Voilà, Bertrand Mandico, moi c'est un réal qui me passionne toujours là, donc je suis toujours très intéressé de voir ses propositions là. Très plastique, très très esthétisant, toujours des objets assez à part. Roma Elastica, ça s'appelle, Bertrand Mandico, très cool. Et puis il y a quand même un réal dont on n'a pas parlé, mais il y a Nicolas Winding Refn qui vient présenter son dernier film. Ça, incroyable quand même. Parce que après s'être perdu dans les méandres de la série, il avait fait
Too Old to Die Young, une série Amazon qui était sortie en 2019, dans laquelle il était devenu vraiment un petit peu la caricature de lui-même. Là, bon, la photo de la série était quand même incroyable. Il avait bossé avec Darius Khondji, mais bon, vraiment, la série, moi, j'étais passé un petit peu à côté. Mais par contre, j'avais plutôt bien apprécié Copenhagen Cowboy. On était dans un truc un peu lynchien. Tu vois, on naviguait un petit peu dans toutes les obsessions de son cinéma, une espèce de boucle, tu vois, qui allait de The Pusher à The Neon Demon, quoi. On était un peu dans une série un peu somme comme ça. Donc non, je suis quand même toujours assez hypé de découvrir le dernier film de Refn. C'est quand même si le mec est un peu complètement insupportable, totalement imbu de lui-même, il est parfois devenu un petit peu la caricature de lui-même, ça reste un cinéaste assez passionnant, et moi j'ai très hâte de découvrir son dernier film, donc 10 ans après The Neon Demon aussi. Ouais, c'est cool de voir Winning Refn, c'est toujours un petit choc au moins esthétique, même si parfois en termes de narration c'est un peu trop alambiqué. Je pense qu'il a été pas mal perdu par nombre d'entre nous après Only God Forgives, qui était donc le film qui a suivi Drive, où on s'est dit oula, dans quoi ça part. Même si moi j'avais bien aimé The Neon Demon, je trouvais ça très très frais, un film qui terminait pas vraiment, c'était un peu en queue de poisson, mais c'était très cool. Et côté semaine de la critique, ben écoute, il y a pas, je pense, tous les films encore qui sont sortis, mais je connais aucun nom à part celui de Pierre Le Gall, et pour un film qui s'appelle Du fioul dans les artères, qui est, je crois, une comédie romantique entre deux routiers. Et c'est un peu par hasard que je connais le nom de Pierre Le Gall, c'est parce que on s'est croisés par le biais d'un ami d'amis il y a longtemps, et voilà. Donc j'ai un peu suivi ses courts-métrages, et je crois que c'est son premier long, et donc je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être, mais voilà, c'est vraiment par hasard que je connais son nom et ses films, et je pense que c'est pas anodin un peu ces trois niveaux de connaissances par rapport aux listes qu'on a nommées, donc la sélection officielle, la quinzaine et la semaine de la critique. Souvent la semaine de la critique, ça va être un peu les défricheurs des premiers films ou des noms encore peu connus. La quinzaine, tu confirmes un peu l'essai, et ensuite la sélection officielle, c'est la consécration. Donc en général, t'es déjà célèbre quand t'arrives à la sélection officielle. Et pour le coup, en fait, ça vaut le coup, je pense, a posteriori, de s'intéresser à ces deux premières sélections de la critique et de la quinzaine, pour justement découvrir des noms et pas passer à côté de super films. Moi, la seule fois où je suis allé à Cannes, j'avais vu la semaine de la critique Julia Ducournau et son film Grave, qui avait été du coup un choc pour moi, et qui m'avait donné envie de voir ces films après. Pareil, à la quinzaine, j'avais vu des trucs vraiment bien, notamment je me souviens de Comancheria, qui était un espèce de western contemporain autour de deux frères qui voulaient monter un braquage, mais sur fond un peu de crise sociale dans un état du sud des États-Unis. Alors, je sais plus si c'était le Texas ou l'Arizona, enfin ça donne un peu l'ambiance. Il y avait tout un tas d'autres films qui étaient vraiment bien et qui étaient assez surprenants, et je crois d'ailleurs que j'avais un peu décroché de la sélection officielle, et j'avais demandé à mon collègue de l'époque de plutôt se concentrer là-dessus pour que moi je puisse aller voir d'autres films à la quinzaine et à la semaine de la critique. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu un biais peut-être journalistique d'aller suivre les stars, mais que il y a vraiment un intérêt cinéphile à sortir des chemins battus et aller voir ce qui se fait dans ces deux sélections. Mais c'est plus dur parce qu'effectivement, les noms t'évoquent rien. Parfois, il y a même pas de synopsis sur le film. Parfois, en fait, on sait pas encore s'il va y avoir vraiment une sortie digne d'intérêt dans les semaines ou les mois qui suivent. Parfois, il faut un an entre un film à la quinzaine ou un film à la sélection, la semaine de la critique, avant qu'il sorte réellement en salle en France, s'il sort en France. Voilà. Donc c'est des conditions un peu difficiles, mais moi je pense que ça vaut le coup d'essayer de s'y intéresser. Donc peut-être on pourra faire une analyse un peu plus détaillée des films une fois qu'ils sortiront. Est-ce qu'il y a des films qui nous tentent sur ces deux sélections? Et puis je note aussi du coup dans ces sélections un peu parallèles un film de Kiyoshi Kurosawa que moi j'aime beaucoup depuis ces films fantastiques comme Cure notamment, et le premier long métrage de l'acteur John Travolta,
Donc John Travolta, j'ai l'impression qu'il a pas trop tourné en tant qu'acteur depuis un bail. Et c'est assez fréquent, j'ai l'impression, aux États-Unis, d'avoir des acteurs qui passent derrière la caméra quand ils vieillissent, pour continuer à pouvoir s'exprimer parce qu'on leur donne pas de rôle. Le plus connu, c'est Clint Eastwood, qui a très bien fait ça comme changement de carrière. Et l'année dernière, on avait d'ailleurs 2 actrices qui présentaient leur film, donc Scarlett Johansson et Stewart. Et par contre, elle présentait assez jeune. Donc je sais pas si ça signifie qu'il y a vraiment une asymétrie entre les genres, où un acteur peut facilement attendre de 60 ou 70 ans avant de devenir réalisateur, et puis pour les femmes, c'est plus tôt, parce que les fins de carrière sont peut-être plus tôt aussi. Voilà, question ouverte. Peut-être que c'est fini. Est-ce qu'on a d'autres attentes? Est-ce qu'on a d'autres commentaires à faire sur cette sélection? Bah oui, je crois qu'on a tout dit sur cette sélection cannoise. Puis il faut dire aussi que on va suivre ça de loin puisqu'on n'est pas conviés à la fête. Mais enfin, on va quand même garder un œil sur les films dont on a parlé. Et puis bon, on peut toujours penser ce qu'on veut du Festival de Cannes. Je crois que ça cristallise toujours une certaine forme de fascination. Et puis finalement, quand il a lieu, on se prend au jeu un petit peu médiatique. Moi, j'ai participé une seule fois au Festival de Cannes, c'était en 2011. C'est vrai que j'en garde un souvenir un peu mitigé, mais à la fois, déçu parce qu'on y allait avec plein d'espoir et de rêves. À l'époque, je réalisais des courts-métrages avec un pote et on avait du coup inscrit notre film au Short Film Short Film Corner. Donc on y allait avec tout un tas d'espoir et puis on s'est confronté un petit peu à la réalité et au cirque que c'est le Festival de Cannes. Ouais, et puis ça coûte une blinde aussi d'assister au Festival de Cannes, puisque si tu veux te loger sur place et puis manger, ça coûte juste un bras et demi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir un pote qui vivait sur Nice, donc on a pu loger chez lui, mais la contrepartie, c'est qu'on devait se taper les allers-retours en train tous les jours, donc c'était assez compliqué. On a loupé pas mal de projections, et au final, je me souviens avoir passé plus de temps à faire la queue que à assister à des projections. Mais il y a quand même eu vraiment des moments assez exceptionnels. Moi, je me souviens d'avoir vu The Tree of Life en reprise, donc je crois le lendemain de sa projection officielle. Et en fait, c'était, je crois, le jour de la cérémonie de clôture. Donc en fait, je l'ai vu le matin et le soir, il était couronné de la Palme d'Or. Et je crois que c'est une des séances que je garderai en mémoire jusqu'à la fin de mes jours, je pense, parce que au moment où je le vois, je crois, le film me fait vraiment exploser le cerveau et j'ai vraiment la sensation d'assister à la projection d'un très très grand film. Donc ça reste une des grandes émotions en tant que cinéphile d'avoir pu assister à la projection de The Tree of Life à Cannes en 2011. Je me souviens également d'une séance de Cannes classique. Je crois même que c'était une des premières éditions où ils avaient mis en place le Cannes classique, et donc il y avait une projection de Portrait d'une enfant déchue de Jerry Chatzberg avec Faye Dunaway. Donc les deux étaient présents et en fait au moment où le film se lance, gros bug de son. Donc voilà, c'était la panique dans la salle de ciné. Le réal était en furie. Il insultait tout le monde. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, ils n'arrivaient pas à régler le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils le remettaient, le film repartait avec un gros bug de son. Donc c'était vraiment n'importe quoi dans la salle de ciné. Et j'ai ce souvenir de Faye Dunaway qui passait avec une très grande classe dans les rangs et qui s'excusait, qui essayait de rassurer les spectateurs en disant vous inquiétez pas, ça va, le film va reprendre, on va régler le problème, etc., etc. Enfin, c'était assez lunaire et enfin, elle était vraiment hyper classe. Et ça, je crois que ça reste aussi ça restera vraiment un souvenir gravé de Cannes. C'est toujours très ambivalent en fait les retours de Cannes. Il y a à la fois un espèce de dégoût de ce gros cirque médiatique et en même temps on reste des passionnés de cinéma et puis ça reste un moment aussi assez important pour le cinéma mondial.